Notre protagoniste aspirait à l'apogée des arts martiaux, mais il avait la certitude que c'était un sommet inaccessible pour lui, aussi acharné que soient ses efforts. Pourtant, son désir d'y parvenir frisait le désespoir, ce qui le poussa à suivre la trace d'une légende ancestrale. On racontait qu'un fruit d'or reposait au cœur d'un sanctuaire, sous la garde d'un redoutable dragon. Un fruit dont la rumeur disait qu'il offrait la vie éternelle. Et au terme d'une lutte âpre et acharnée contre la bête, notre héros parvint enfin jusqu'au fruit doré. Sa stupéfaction fut immense en constatant que le fruit n'était pas qu'un mythe. Tel un conquérant triomphant, il s'installa sur la dépouille du dragon avant de porter le fruit à ses lèvres. Il était persuadé qu'en le dévorant, il toucherait enfin au pinacle des arts martiaux. Cet homme, c'était Gilfus Eldrian, salué de tous comme le plus puissant guerrier de ce monde. Plusieurs décennies s'écoulèrent, et Gilfus, désormais un vieil homme, gisait sur son lit de mort. Entouré des siens, il voyait à son chevet son fils aîné, Guillam. Gilfus perçut la profonde tristesse sur le visage de son fils et l'exhorta au courage, lui assurant que sa dernière heure avait sonné. Le cœur de Gileam était lourd, car il s'apprêtait à perdre son père comme il avait jadis perdu sa mère. À l'article de la mort, Gilfus songea au fruit d'immortalité, et comprit que tout cela n'avait été qu'une vaste fumisterie. Toutefois, il trouvait du réconfort dans la pensée qu'il avait eu la bénédiction d'être comblé par une épouse et des enfants. Il confia à ses enfants avoir mené une existence magnifique, dénuée de tout regret. Pourtant, au plus profond de son âme, ce n'était qu'un pieux mensonge. Le véritable regret de Gilfus était de ne pas avoir eu assez de temps pour percer l'ultime secret des arts martiaux. Un instant plus tard, il rendit son dernier soupir, pour soudainement rouvrir les yeux. Le choc fut total. Il se demanda pourquoi tout son environnement paraissait si étrange. Son corps lui semblait d'une légèreté irréelle et, en baissant les yeux, il découvrit avec stupeur des mains de nourrisson. C'est alors qu'il comprit l'impensable, il était un bébé, couché dans un berceau. La réalité le frappait de plein fouet, mais il s'efforça de garder son calme, lui, l'ancien guerrier classé 10 étoiles. Gilfus en déduisit que sa situation défiait toute logique, et une question le hantait. Qui avait bien pu orchestrer une telle chose? Soudain, une illumination le frappa, le fameux fruit d'or qu'il avait consommé ne conférait pas l'immortalité. Son véritable pouvoir était la réincarnation, et non la vie éternelle comme les légendes le prétendaient. Un sourire se dessina sur ses lèvres de nouveau-né. C'était une opportunité bien plus précieuse. Avec cette seconde chance, il était convaincu de pouvoir enfin atteindre l'apogée de son art. Il remarqua alors la présence d'autres nourrissons, tout autour de lui. Se trouvant dans un bâtiment isolé, il supposa avoir réintégré la lignée des Lauragons. Toutefois, une question le taraudait. Pourquoi y avait-il une telle profusion de bébés dans cette pièce? C'est à cet instant que des servantes pénétrèrent dans la pièce, des biberons à la main. Elles s'approchèrent d'un des berceaux et en sortirent un bébé gobelin pour le nourrir. La vision d'un gobelin parmi les nourrissons laissa Gilfus sans voix. Il s'interrogea sur les intentions réelles de ses servantes. Après avoir ingurgité une étrange substance rougeâtre, la petite créature se volatilisa dans une déflagration soudaine. Une gerbe écarlate jaillit, maculant le visage de Gilfus. Pétrifié par l'horreur, la peur s'insinua en lui tandis qu'il tentait de comprendre la nature du liquide dans ce biberon. Imperturbables, les servantes décidèrent de diluer légèrement la mixture, avant de poursuivre leur funeste tournée. La rage et l'incompréhension menaçaient de faire imploser Gilfus de l'intérieur. Il voyait désormais clairement que le contenu du biberon n'était pas du lait, mais une sorte de concentré magique hautement instable. Il est sidéré de voir les servantes nourrir des nourrissons avec un breuvage aussi manifestement mortel. La servante lui force le biberon dans la bouche, et à la première goutte, Gilus comprend enfin la nature du liquide. C'est du sang d'anciens dragons. Il est abasourdi par leur folie, faire ingérer une telle substance à des bébés. Il saisit maintenant pourquoi elle parlait de le diluer. Il doit le recracher à tout prix, mais il se souvient qu'il en a déjà avalé une infime quantité. Il se rassure en pensant qu'une si petite dose ne peut pas le tuer. Il remarque que les autres bébés régurgitent aussi le liquide, et se dit que c'est la meilleure chose à faire avant de littéralement exploser. Mais une idée fulgurante lui traverse l'esprit, et s'il faisait une erreur en le recrachant, il réalise que s'il parvient à absorber toute cette puissance magique, il pourrait transcender ses limites et atteindre le summum des arts martiaux. Il ignore tout de ce qui se trame, mais il est bien décidé à tourner la situation à son avantage. Avec une détermination farouche, il vide le biberon d'un trait, montrant à tous qu'il ne faut jamais le sous-estimer. Même la servante reste bouche bée, voyant Gilfus consommer avec avidité le sang de dragon qu'on lui a donné. La servante se réjouit de voir que les événements tournent en leur faveur. Une fois le biberon terminé, il est remis dans son berceau, et il constate que les autres nouveau-nés ont également survécu à cette épreuve. Puis, comme un bébé normal, il commence à somnoler, le ventre plein. 7 ans plus tard, on retrouve Gilfus en plein entraînement de force. Un énorme rocher posé sur ses pieds, il enchaîne les pompes d'une seule main. Il atteint les 1000 répétitions avant de repousser la pierre. Au loin d'un seul geste. Il admire son corps musclé, admettant qu'il adore ce qu'il est devenu. Apparemment, Gilfus se nomme désormais Zik Eldrian.
Zek attribue toute sa puissance à la qualité exceptionnelle du sang de dragon qu'il a bu. Ce sang semblait contenir une énergie colossale, et même les bébés n'en ayant bu qu'une goutte ont développé des corps bien plus robustes que ceux des humains ordinaires, grâce à la source du pouvoir du dragon divin qu'il avait absorbé dans sa vie antérieure. Zek a pu assimiler jusqu'à la dernière parcelle du pouvoir unique de l'ancien dragon. Il a subi une transformation qui l'a lui-même stupéfié. Pourtant, Zeke constate qu'il n'est encore qu'un guerrier de rang 1 étoile. Ce qui le frustre au plus haut point, car il devrait être au minimum au rang 4 étoiles. Pour faire simple, une étoile est la véritable source de pouvoir d'un individu, compressé à sa limite absolue. Il faut imaginer son corps comme un univers, et laisser les étoiles s'y mouvoir. Il s'avère que la difficulté croît avec chaque étoile, car plus il y en a, plus la force est démesurée. Et Zeke, dans sa vie passée, avait réussi l'exploit d'atteindre le rang de 10 étoiles, faisant de lui l'unique personne au monde à avoir jamais atteint ce niveau. Voilà maintenant 7 ans que Zeke est né, fils du chef actuel du clan Dragon. Mais il n'est qu'un enfant illégitime. Sa mère est décédée, et son père ne s'est jamais montré, pas une seule fois. Zeke n'arrive pas à croire qu'une telle ordure puisse être son père. Apparemment, il s'est réincarné un millénaire plus tard, dans une ère où le monde est devenu un lieu où les faibles périssent sous la coupe des forts. Il existe aussi un étrange rituel, appelé l'épreuve du dragon. Seuls les nourrissons qui survivent à l'ingestion du sang sont jugés dignes d'être formés comme des guerriers dragons. Zeke n'a bénéficié d'aucune formation, de la part de personne. Il tente bien de cuisiner la servante, mais elle se borne à lui rétorquer qu'elle n'a pas l'autorisation de parler. Frustré, Zeke passe ses nerfs sur elle, lui rappelant que les lauréats de l'Eugite épreuve sont supposés recevoir un entraînement au combat. Pourtant il n'est cerné que par des domestiques, sans l'ombre d'un instructeur à l'horizon. La servante, impassible tel un automate, lui demande s'il désire quelque chose, ce à quoi il répond par la négative. En vérité, Zeke n'a besoin de personne, car il se focalise davantage sur le renforcement de son corps que sur la technique de combat pur. Zeke tente alors de savoir si elle peut lui fournir des infos sur les autres enfants de la lignée principale, mais elle lui sert la même rengaine, à savoir qu'elle n'est pas habilitée à divulguer quoi que ce soit. Zeke a beau user de stratagèmes pour lui tirer les vers du nez, la servante reste de marbre. Furieux, Zeke se demande si c'est la seule phrase qu'elle connaisse. Il la questionne alors directement. « Suis-je ici pour me faire malmener ?» Mais la servante réfute, affirmant qu'elles ont reçu l'ordre de subvenir à tous ses besoins. Zeke réalise alors que la servante est une combattante de rang 3 étoiles. Pour un entraînement, elle serait en fait une partenaire idéale. Puisque la servante ne lui est d'aucune utilité, Zeke décide qu'il est temps de mettre le cap sur la forêt. Il a du mal à croire que ça fait déjà 3 ans qu'il cohabite avec elle sans avoir tissé le moindre lien. Zeke attend une réaction, mais il ne reçoit rien d'elle, qui semble désormais l'ignorer complètement. Une fois dans la forêt, Zeke ingère une poignée d'herbes vénéneuses, au goût manifestement atroce. Peu importe, il s'en moque, considérant ça comme une partie intégrante de sa formation. Soudain, il perçoit une discrète présence qui le file. Il se demande bien pourquoi quelqu'un s'acharnerait à le suivre sans jamais se manifester. Pour lui adresser la parole, il décide de ne pas y prêter attention et se concentre sur ce qui se dresse sur son chemin. Tout à coup, un sanglier furieux lui fait face. Il réalise que l'aura sombre qui émane de la personne qui le traque n'existait pas dans sa vie antérieure, ce qui le laisse perplexe quant à sa nature. Quoi qu'il en soit, Zeke se révèle au sanglier qui, fidèle à sa réputation, fonce droit sur lui. Un sourire se dessine sur les lèvres de Zeke, qui a capté toute l'attention de la bête. Il adopte la posture idéale pour esquiver l'assaut avec une facilité déconcertante. Et une fois que le sanglier se retrouve à découvert, Zeke lui décoche un direct, en plein dans l'abdomen. L'impact est si violent qu'il pulvérise les organes internes du sanglier, l'envoie au tapis d'un seul coup. Zeke lui-même est surpris qu'une simple frappe de sa part, lui qui n'est que de rang 1 étoile, ait suffi pour anéantir la bête. Zeke en déduit alors que c'est la qualité de l'étoile qui prime, et non la quantité. Il saisit le sanglier, le hisse sur son épaule et prend le chemin du retour. Zeke se dit qu'il en a soupé de cette solitude et songe à partir à l'aventure. Il réalise cependant que la mer sera sa seule échappatoire, même s'il brûle d'envie d'explorer n'importe quel autre horizon. Pendant ce temps, le mystérieux individu qui filait Zeke est abasourdi de voir qu'il a pu terrasser un sanglier d'un unique coup de poing, sans jamais avoir reçu la moindre bribe d'entraînement au combat. Plus incroyable encore, il n'en revient pas que Zeke ait réellement décelé sa présence alors qu'il était dissimulé. Sa conclusion est simple, Zeke n'est pas un enfant ordinaire. Avec une mère décédée très jeune et un père qui se désintéressait de lui, il juge impossible que Zeke ait pu bénéficier d'une quelconque éducation digne de ce nom. Cependant, en tant qu'enfant de la famille, il n'a pas le droit de fuir et de faillir à s'aligner. Ça caboche. C'est pour ça qu'on le gardait à l'œil. Le drôle de zèbre commence à piger que le scénario prend une tournure de plus en plus captivante. En rentrant à sa cahute, Zeke flaire qu'il y a de la visite.
Il perçoit l'aura puissante de ces intrus et s'interroge sur leurs intentions à son égard. Se faufilant près de la porte pour tendre l'oreille, il sent qu'aucune soif de s'en émane. 2. Il se décide donc à ouvrir, découvrant des types dans la pièce, et leur balance direct ce qu'ils fichent là. Son regard accroche l'emblème dragon brodé sur leur tunique. Sa curiosité piquée au vif, il se demande bien ce que ces gaillards peuvent lui vouloir. C'est là que les types lui lâchent la bombe, ils sont venus le cueillir pour un examen. Zek tombe des nues en entendant ça, parce que personne ne lui a jamais parlé de ce satané test. Un instant plus tard, voilà Zeke embarqué vers la demeure principale. Jamais il n'aurait cru y remettre les pieds après une absence de 1000 ans de cet endroit. Les types venus le chercher l'ont aussitôt fagoté dans un uniforme d'écolier. Il s'avère qu'on l'a ramené au manoir non pas pour la vie de château, mais pour intégrer l'académie du Nid du Dragon. Une institution qui fut fondée par la famille Dragon, et tout descendant de leur lignée se devait de rejoindre ses rangs. Visiblement, tout le monde y reçoit une formation dès l'âge de 7 ans, et ce jour-là, c'était le grand oral d'entrée. Sauf que Zek, lui, n'avait jamais ouvert un seul bouquin. Quoi qu'il en soit, Zek n'a pas son mot à dire, l'examen est obligatoire, et c'est bien pour ça qu'on l'a délogé de sa tanière dans les bois. Zek bout de frustration face à cette situation, et se prend la tête entre les mains. Alors que les autres candidats défilent devant lui, un gamin aux cheveux bleus, un certain Langus, l'aborde. Ce Langus, originaire du village de la vieille écaille, demande à Zeke si tout roule ou s'il est dans le pétrin. Zeke se tourne vers lui et lui jette sèchement ce qu'il lui veut. Langus, visiblement du genre réservé, balbutie qu'il voulait juste donner un coup de main, vu qu'il avait l'air et mal en point. Zeke est déconcerté par cette approche. Il sent bien que le garçon est timide, mais il perçoit aussi qu'une certaine puissance sommeille en lui. Zeke se redresse et s'excuse pour sa brusquerie. Il se présente, puis avoue à Langus qu'il est juste paumé, ne sachant pas à quelle sauce les chefs de famille vont les manger. Langus lui répond que le programme de l'épreuve est toujours le même d'une année sur l'autre. Mais Zeke remet les pendules à l'heure, expliquant à Langus qu'en réalité, il ignore absolument tout du déroulement de ce test. Langus tombe de haut en comprenant que le type en face de lui n'a pas la moindre idée de quoi il retourne. Langus se demande comment Zeke va bien pouvoir s'en tirer sans savoir ce qu'il laisse. Prenant son courage à deux mains, Langus décide de tout briefer à Zeke. Mais au moment où il s'apprête à ouvrir la bouche, une bande de petites frappes débarque par derrière, traitant Langus de nabo. Même Zeke est sidéré d'entendre quelqu'un insulter Langus de la sorte. La bande est menée par un certain Retin, qui vient lui aussi du village de la vieille écaille. Retin se paie la tête de Langus, lui demandant ce qu'un avorton comme lui fiche ici au lieu de rester à la maison à jouer aux billes. Langus, un peu naïf, ne relève pas la provocation, et répond qu'il est là pour l'examen, mais ça, ce qui ne fait qu'exaspérer Retin, qui se met à l'insulter. Il traite Langus de raclure, ajoutant qu'il est impensable que quelqu'un de son espèce puisse un jour intégrer l'académie. Retin poursuit ses moqueries en s'attaquant à ses origines, lui rappelant que son père n'est qu'un simili-dragon. Zeke perçoit la rage qui consume Langus, dont le poing se sert à s'en blanchir les jointures. Visiblement, la lignée des dragons obéit à une hiérarchie stricte, régie par un monarque absolu. Les nouvelles recrues sont appelées les dragons inférieurs. Les simples soldats portent le nom de jeunes dragons, et les capitaines accèdent au rang de dragons adultes. Au sommet de la pyramide se trouvent les anciens, la caste dirigeante, connue sous le titre de dragons anciens. Cependant, il existe un rang tout en bas de l'échelle, réservé aux parias, et on les appelle les simili-dragons. Ce titre infamant est réservé à ceux qui ont échoué à intégrer le nid du dragon, ou qui n'ont jamais réussi à être diplômés de l'académie. On les considère essentiellement comme des imposteurs, mais Langus est bien décidé à prouver que cette étiquette est fausse. C'est alors que Zeke intervient dans la conversation. Demande à Retin sur quoi il se base pour traiter Langus de déchet avant même le début de l'épreuve. Retin est décontenancé par l'intervention de Zeke et lui demande de quel droit il se mêle de ça et s'il cherche les ennuis. Zeke rétorque que non, mais qu'il est simplement curieux de savoir ce qui lui fait croire que l'entrée à l'académie est impossible pour Langus. Retin lui lance alors que les types, dans le genre de Langus, ne sont que des dégonflés. Zeke accuse le coup mais réplique calmement que Langus est bien plus fort que lui, et toute sa clique de bras cassés. Cette remarque fait bouillir Retin, qui demande agressivement à Zeke s'il est en train de sous-entendre qu'il vale moins qu'un individu comme Langus. Juste avant que la situation ne s'envenime, un examinateur s'avance pour annoncer aux étudiants que l'épreuve d'admission est imminente. Il informe les candidats qu'ils doivent récupérer une plaque numérotée après avoir validé leur inscription. Retin fusille Zeke du regard, lui promettant silencieusement qu'il n'oubliera pas son visage. Zeke s'étonne de voir Retin déjà hors de lui, et se demande pourquoi les jeunes de nos jours ont le sang si chaud. Langus, interloqué, fait remarquer à Zeke qu'ils ont pratiquement le même âge. Il ajoute ensuite que n'importe qui s'énerverait si on le traitait ouvertement de freluqué. Zeke demande alors si l'épreuve est obligatoire,
ce à quoi Languis répond qu'il est libre d'abandonner s'il ne s'en sent pas capable. La question surprend Zik, ce qui conforte Languis dans l'idée que son nouvel ami n'y connaît absolument rien. Languis lui conseille donc de renoncer, car il risquerait de se blesser durant l'épreuve. Zek lui fait comprendre qu'il n'a pas la moindre intention d'abandonner. Languis est déconcerté par une telle assurance, alors que Zik ignore tout de la nature de l'examen. Zik propose alors de se dépêcher avant que l'épreuve ne débute. Quelques instants plus tard, tous les candidats sont regroupés. L'examinateur se poste devant eux pour expliquer les modalités de l'épreuve. Il leur annonce que pour réussir, il leur suffira de laisser une simple égratignure sur le rocher qui leur fait face. Toutefois, aucune arme n'est autorisée, à l'exception de celles qui seront fournies par les examinateurs. Pour pimenter un peu le tout, l'usage des mains nues est également permis, du moment qu'ils parviennent à marquer le rocher. L'examinateur précise qu'ils disposeront de 3 tentatives chacun, ce qui n'impressionne guère Zek qui trouve l'épreuve plutôt simple. Une réaction qui horrifie Languis, et Zik ne comprend pas sa surprise, car après tout, il s'agit juste de griffer une pierre. Pour Zik, c'était presque trop facile. Une épreuve de pure folie, conséquence directe du test précédent, où on les a forcés à ingurgiter du sang de dragon. Mais malgré le spectacle qui s'offre à lui, Zek est profondément déçu. L'examinateur donne alors le coup d'envoi de l'épreuve. Le tout premier participant s'avance vers le rocher et l'assène d'un coup surpuissant, mais l'impact pulvérise sa lame et provoque une déflagration si violente, qu'elle manque de rendre sourde toute l'assistance. Malgré toute la puissance déployée, il n'a même pas été fichu de laisser la moindre éraflure sur le monolithe. Le jeune homme s'écroule, terrassé par la douleur, et les examinateurs lui demandent s'il compte utiliser ses 2 essais restants. Mais la souffrance est si intense qu'il en est incapable. Ils actent donc son abandon, et le malheureux est évacué. C'est alors que Zik remarque l'attitude étrange de Languis et s'interroge, car cette épreuve lui paraît d'une simplicité déconcertante. Zik questionne donc Languis au sujet de ce rocher. Ce dernier lui révèle qu'il s'agit de la pierre de régénération, capable de cicatriser instantanément la plus infime éraflure. Elle possède également la faculté de renvoyer un impact 100 fois plus puissant si on l'agresse avec une force purement physique. Zek en déduit que ce rocher est pour le moins stupéfiant. Languis précise alors qu'il est possible de le marquer, à condition que le flux de la source d'éther au sein d'une personne circule de manière adéquate. Suite à ces révélations, Zeke comprend que tout repose sur la maîtrise parfaite du pouvoir de la source d'éther, bien plus que sur les aptitudes martiales de l'individu. Zik balaie du regard les autres participants, et il réalise qu'un nombre non négligeable d'entre eux devraient être en mesure de réussir l'épreuve. Il remarque d'ailleurs que Rétine et sa bande sont largement assez puissants pour y parvenir. De sa place, il entend les candidats échouer les uns après les autres, se brisant les bras en tentant désespérément de marquer la pierre. Quelques instants plus tard, l'examinateur appelle le numéro 315, qui n'est autre que celui de Zek. Languis, pris de panique, supplie Zek d'abandonner, mais ce dernier le rassure en lui affirmant que tout se passera bien. Zek s'avance alors et, à l'instant où l'examinateur le dévisage, il perçoit une pression et une aura colossale émanant de Zek. On invite ce dernier à choisir une arme, ce à quoi Zek rétorque que c'est inutile, car il a l'intention de se servir de ses poings. L'examinateur insiste, lui demandant s'il est bien certain de ne vouloir aucune arme, et Zek confirme, assurant à son interlocuteur que ses poings feront amplement l'affaire. Lorsque les autres étudiants entendent ça, ils éclatent de rire et se moquent de lui, affirmant qu'il n'a pas la moindre chance d'égratigner le rocher avec ses simples poings. Même Languis n'y croit pas une seconde, persuadé que Zek risque de se faire arracher les bras et les mains. Languis commence à s'en vouloir, se répétant qu'il aurait dû tout faire pour empêcher Zek de participer à cette épreuve. Puisque la décision de Zek est prise, l'examinateur l'invite à procéder. Zek inspecte le rocher, et doit admettre qu'il est composé d'un minerai qu'il n'a jamais vu. Il en déduit qu'il s'agit de quelque chose qui s'est formé sur plus de 1000 ans. Il prend conscience qu'il lui reste encore énormément de choses à découvrir, mais il décide de remettre ses réflexions à plus tard. Zeke commence à concentrer son énergie, prêt à frapper le monolithe. Vu la quantité de puissance qu'il a accumulée, il estime que cela devrait être suffisant pour arriver à ses fins. La technique qu'il s'apprête à utiliser est connue sous le nom de technique de combat du tueur de dragons. Une aura d'un jaune éclatant se matérialise autour de son corps et de son bras tandis qu'il balance son bras avec une force inouïe contre le rocher. L'impact fait voler le sommet de la pierre en éclats dans un vacarme assourdissant et un nuage de poussière. Stupéfaction générale, tout le monde plisse les yeux, sauf l'examinateur, qui reste de marbre, comme si cette explosion n'était rien. Zeke souffle, soulagé, mais il sent bien que cette technique est encore un peu trop pour lui. Il jette un œil à son bras. Il est en sang et son uniforme est en lambeaux. Mais loin de se vanter d'avoir pulvérisé le rocher, Zeke se dit que son entraînement est loin d'être terminé. Autour de lui,
Les autres élèves n'en reviennent pas et se demandent comment il a réussi un tel exploit. Pendant ce temps, Retin fulmine de rage en voyant que Zik a réussi son coup. L'Angus, lui, est complètement abasourdi, car Zik était bien le dernier qu'il imaginait capable de passer ce test. Même l'examinateur peine à croire ce qu'il vient de voir, c'est tout simplement impossible. Seul un combattant de rang 4 étoiles ou plus aurait dû pouvoir briser cette pierre de régénération. Et vu que Zek est un enfant illégitime, l'examinateur se demande s'il n'aurait pas hérité en secret des pouvoirs de sa lignée. Soudain, l'examinateur a un flash. Ce mouvement, il l'a déjà vu quelque part. C'est à ce moment que Zek s'approche de lui, pour savoir s'il a réussi le test. Sans un mot de trop, l'examinateur lui annonce qu'il a validé l'épreuve et lui tend une fiole remplie d'un liquide verdâtre. Intrigué, Zeke demande à l'assistant ce qu'il y a dedans. Mais ce dernier le fusille du regard et lui aboie de dégager. Zeke, un peu perplexe, se dit que cette fiole doit être la récompense pour avoir passé le test. Il rejoint alors son nouvel ami, l'Angus, qui le félicite pour sa performance de dingue. Zeke lui montre la fiole, et l'Angus lui explique que c'est une simple potion de soin. Zeke ne comprend pas trop quand il entend ça. L'Angus précise même que c'est une potion de soin de qualité standard. Zeke l'examine à nouveau, perplexe, et constate que le liquide n'a rien de suspect. Une idée folle lui traverse l'esprit, et si cette soi-disant potion de soin était en fait un élixir? Pour rappel, un élixir est une potion légendaire, brassée avec des matériaux rarissimes et des herbes, qui ne poussent que dans des royaumes cachés. Et ce n'est pas tout, on y ajoute des cœurs d'élixir purs, prélevés sur des bêtes divines et spectrales. Une seule gorgée de cet élixir et toutes les blessures, anciennes comme récentes, disparaissent, tout en boostant l'éther de celui qui le boit. Mais le problème, c'est que raffiné. Un tel breuvage est un véritable cauchemar, car ses ingrédients sont quasiment introuvables. C'est la raison pour laquelle on n'en voit presque jamais sur le marché. Sans plus hésiter, Zeke avale la potion, et comme il s'y attendait, son bras blessé se régénère sous ses yeux. Il est sidéré, et réalise que cette potion de soin est bel et bien un élixir. Quand il en parle à l'Angus, ce dernier avoue n'avoir jamais entendu parler d'élixir, mais il sait que les potions de soin de dragon sont d'une toute autre qualité que celles qu'on trouve en boutique. Pour l'Angus, c'est tout à fait normal. Alors que Zeke, lui, est sous le choc, toutes ses blessures ont disparu en un clin d'œil. Pourtant, il note qu'il ne ressent pas la fameuse montée d'éther typique d'un élixir. L'Angus lance alors à Zeke qu'il est vraiment impressionnant, mais Zeke ne. Il semble pas y prêter attention. Il observe la fiole et réalise qu'il tient entre ses mains le fruit du savoir humain accumulé depuis plus d'un millénaire. L'Angus insiste, lui rappelant qu'il est sacrément fort, mais Zeke lui rétorque qu'il vise le sommet. Alors cette force n'est qu'un début. C'est alors que Retin et sa clique de petites frappes s'avancent pour passer leur épreuve, qu'ils réussissent sans surprise. Pour Zeke, ce n'est pas un scoop, il se doutait bien qu'ils allaient passe. Finalement, le tour du candidat numéro 414 arrive, et il s'agit de Langis. Alors qu'il descend les marches, Zeke perçoit son anxiété. Langy est visiblement tendu, et Zeke l'encourage à se calmer, l'assurant que tout se passera bien. Pour toute réponse, Langy se retourne et lui lance de cesser de lui mettre autant la pression. Une fois sur l'aire d'examen, Langis s'empare d'une épée, ce qui laisse Zeke perplexe. Langis prend une grande inspiration et abat sa lame sur le monolithe. Cependant, il ne parvient même pas à les rafler et s'effondre au sol. Comme à son habitude, l'examinateur l'informe qu'il lui reste encore 2 tentatives. Langis se remet péniblement sur pied pour essayer à nouveau, mais le résultat est tristement identique. Il s'écroule en larmes, se demandant s'il va vraiment échouer, exactement comme ses tortionnaires l'avaient prédit. Sans surprise, Rétine et sa bande se moquent déjà de lui, clamant que le rejeton du demi-dragon ne sera jamais rien de plus qu'un demi-dragon. Ils le pressent de jeter l'éponge, tout en arguant Zeke sur le fait qu'il ait pu dire qu'une mauviette comme Langis était plus forte que. L'examinateur informe alors Langis qu'il ne lui reste plus qu'une unique tentative. Il lui demande s'il souhaite la saisir, mais Langis balbutie, sombrant dans le désespoir le plus total. C'est à cet instant que la voix de Zeke résonne, perçant les ténèbres de son abattement. « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Langis se retourne, déconcerté, et Zeke lui suggère d'utiliser une lance plutôt qu'une épée. Langis est encore plus perdu, mais Zeke insiste, il est très sérieux. Il sermonne alors Langis pour son obstination à manier une arme qui n'est pas faite pour lui. Zeke lui affirme que peu importe le nombre de ses essais, il ne parviendra jamais à fissurer cette pierre avec une épée. Rhett et ses sbires se gaussent de nouveau de Zeke, arguant que Langis a appris à manier l'épée depuis sa plus tendre enfance et n'a jamais touché une lance de sa vie. Pour eux, de toute façon, Langis restera un bon à rien, peu importe l'arme choisie. Zeke ignore leur provocation et demande à l'examinateur s'il est permis de changer d'arme en plein milieu de l'épreuve. L'officiel lui assure qu'absolument rien ne l'interdit.
Un sourire se dessine sur les lèvres de Zik, qui lance à Langy, qu'il a le champ libre pour empoigner une lance. Tel un véritable mentor, Zek interpelle Languis en lui demandant si il compte vraiment repartir la queue entre les jambes, mais Languis répond par un non catégorique. Se redressant, il annonce à Zik qu'il va suivre son conseil et tenter le tout pour le tout avec une lance. Il faut savoir que le père de Languis n'avait jamais été autorisé à pénétrer le nid du dragon, et qu'il fut constamment la cible de railleries. Malgré cela, il n'a jamais baissé les bras, et s'est toujours efforcé de bien élever son fils. C'est pour honorer les sacrifices de son père que Languis est si déterminé à prouver qu'il n'est pas un raté. Les paroles de Zik lui reviennent en mémoire. Avec une épée, le résultat sera invariablement le même. Il connaît à peine Zek, mais à cet instant, il décide de lui faire une confiance aveugle. Le seul hic, c'est qu'il ignore totalement comment on est censé utiliser une lance, ce à quoi Zik répond simplement de la planter droit devant. Il l'exhorte à ne pas trop réfléchir et à foncer. Langy sait pertinemment qu'un novice ne peut espérer endommager la pierre de régénération d'un simple coup, mais il ne le saura jamais s'il ne tente pas sa chance. Même s'il vient de rencontrer Zek, il choisit de s'en remettre à lui. Après tout, si Zek croit en lui, il se doit de faire de même. Langy prend position et sent aussitôt que l'énergie de la source d'éther, qui afflue dans son corps, est radicalement différente de celle qu'il ressentait en tenant l'épée. Galvanisé, Languis s'élance vers la pierre, et la frappe, déclenchant une onde de choc monumentale. Retin et sa clique de tyrans éclatent de rire, persuadés qu'il n'y a eu aucune amélioration, même avec le changement d'arme de Langus. Cependant, en y regardant de plus près, leur assurance s'effrite, Langus a bel et bien réussi. Le choc est total. Même l'examinateur reste bouche bée, n'arrivant pas à croire que Langus a véritablement transpercé la pierre avec cette lance. Zek, rayonnant de fierté, applaudit son ami. Langus, quant à lui, est comme pétrifié lorsque l'examinateur inscrit sa réussite dans son registre. Incrédule, Langus doit demander confirmation, mais Zik, fou de joie, l'enlace par derrière pour le féliciter, lui confirmant que son exploit est bien réel. Les larmes de joie montant aux yeux, Langus serre Zek dans ses bras à son tour. Pendant ce temps, Retin et ses acolytes ne peuvent tout simplement pas croire que Langus ait réussi l'épreuve, et ils sont convaincus qu'il s'agit d'un coup de chance monumental. L'examinateur s'éclaircit alors la voix et annonce à tous les candidats que l'épreuve est terminée, et qu'elle sera suivie par la cérémonie d'admission. Zik tombe des nues en entendant ça. Il peine à croire que le simple fait d'égratigner une pierre constituait l'unique épreuve de sélection. Langus lui explique alors qu'un autre examen pourrait bien les attendre une fois qu'ils auront intégré l'académie. Intrigué, Zek demande à Langus ce qui les attend maintenant qu'ils ont passé cette première étape avec succès. Et Langus lui révèle que les patriarches de la famille Eldragon vont faire leur apparition pour féliciter personnellement les nouvelles recrues. À cet instant précis, un groupe d'hommes dégageant une aura écrasante s'avance au loin, se dirigeant droit sur les étudiants. L'un d'eux attire particulièrement l'attention de Zeke. Sans filtre, il demande à Langus qui est ce personnage à l'allure sinistre. Langus manque de s'étouffer en entendant Zek dénigrer ouvertement le chef de la famille. Mais Zek, imperturbable, enfonce le clou en le qualifiant de type peu attrayant, mais avant qu'il ne puisse en dire davantage, Langus lui plaque la main sur la bouche. Langus supplie Zik de garder le silence et de ne plus rien dire. À contre-cœur, Zik obtempère et se met à observer ces hommes, considérés comme le fleuron des Eldragons. Il doit admettre qu'il y a du beau monde, la plupart d'entre eux affichant un niveau de 6 étoiles, ce qui n'est pas rien. Cependant, le chef de famille, Balsa Eldragon, est un guerrier de niveau 8 étoiles, une puissance qui le place dans une toute autre catégorie. À son époque, les guerriers 8 étoiles se comptaient sur les doigts d'une main, et Zek se demande combien il peut bien en rester. Zeke confie alors son ressenti à Langus. Il lui avoue qu'il ne peut pas sentir Balsa, peu importe que cet homme soit son père ou non. Au même moment, Balsa s'avance, son aura oppressante pesant sur l'assemblée, pour s'adresser aux étudiants. Il ne prononce que quelques mots, leur ordonnant de devenir la chair et le sang des Eldragons. Cependant, ces paroles, chargées de son aura, ont un poids terrifiant. Tous les étudiants se mettent à trembler, à l'exception notable de Zek. Même Langus peine à reprendre son souffle sous la pression. Mais Zeke, lui, ne ressent absolument rien face à Balsa. La seule chose qu'il éprouve à son égard, c'est une haine viscérale, sans même en connaître la raison. Son discours terminé, Balsa tourne les talons, prêt à partir. Un autre doyen prend alors la parole, rappelant aux étudiants que le chef de la maison attend de grandes choses de leur part. Ce nouvel intervenant attire également l'attention de Zik, qui se demande qui peut bien être ce doyen à la chevelure blonde. Zik sent que le départ imminent de Balsa a légèrement allégé l'atmosphère, mais la tension reste palpable après son intervention. L'examinateur s'avance de nouveau, s'apprêtant à leur révéler la suite des événements. C'est le moment de l'annonce des affectations au dortoir. Zek tombe des nues, il était persuadé qu'ils se retrouveraient tous au même. Langus, voyant sa confusion, décide de le briefer, car visiblement, il débarque. Il lui explique que l'académie est divisée en 4 grands dortoirs. Chaque étudiant est assigné à l'un de ces 4 dortoirs, Est, Ouest, Nord et Sud. Quelques instants plus tard,
Zeke entend son nom résonner. Il se lève, prêt à partir. Il lance un prends soin de toi à son nouvel ami, et les deux se quittent sur quelques mots d'encouragement. Avant son départ, Zeke a été envoyé au dortoir est de l'académie, et il est stupéfait de voir à quel point les choses ont pu changer en plus d'un millénaire. Le papier à la main, il suit les indications pour trouver sa chambre. Il commence à stresser, imaginant déjà son futur colocataire furieux de son retard, et tout ça, parce qu'il s'est lamentablement perdu en chemin. Il arrive enfin devant la porte et, plein d'entrain, l'ouvre en grand pour annoncer son arrivée et saluer son nouveau camarade de chambre. Cependant, son enthousiasme retombe comme un soufflet quand il découvre l'identité de son coloc. Zeke hallucine complètement. Son colocataire n'est autre que l'Angus. En le voyant, il ne peut s'empêcher de penser qu'un lien inexplicable les unit. L'Angus, tout sourire, semble partager ce sentiment et ajoute même qu'il commençait à se sentir un peu seul. Zeke lui demande alors le programme de la journée, mais l'Angus lui annonce qu'il n'y a rien de prévu, car leur entraînement ne débute que le lendemain. L'ordre du jour est simple. Repos. Une info qui avait totalement échappé à Zeke, vu qu'il n'écoutait pas un mot durant la session d'orientation. Il avoue ça avec un grand sourire, mais l'Angus, il ne voit vraiment pas de quoi être fier. Il décide cependant de lui épargner le sermon, et suggère qu'ils aillent se coucher, vu la grosse journée qui les attend. Il faut dire que Zeke avait initialement prévu de sécher complètement l'école pour partir à l'aventure, mais toutes les nouveautés découvertes depuis son arrivée ont piqué sa curiosité. Il a donc décidé de rester dans le coin un peu plus longtemps, histoire d'en apprendre davantage sur ce monde, un millénaire après son époque. Un mois plus tard, les élèves sont en plein entraînement intensif, sous la houlette de leur tuteur. On leur enseigne la maîtrise du souffle du dragon, une technique créée par le 15e chef de la maison le dragon. Le tuteur insiste. Ils doivent maîtriser cette technique sur le bout des doigts pour pouvoir l'utiliser en toute situation. L'instructeur fait le tour des rangs, gardant un œil attentif sur ses élèves. Il remarque que certains y arrivent déjà très bien, notamment Leika, la propre fille du chef de la. Apparemment, elle est déjà assez talentueuse pour être classée au rang de 2e étoile. Cependant, ce n'est pas elle qui l'intrigue le plus, mais bien Zeke. Pendant que tous les autres galèrent, Zeke, lui, porte un rocher sur la tête tout en tenant deux haltères, eux-mêmes surmontés de plus petits rochers. L'instructeur en vient peu à peu à la conclusion que Zeke a forcément hérité du pouvoir du chef. Mais une question le taraude, comment peut-il tout maîtriser à ce point, sans jamais avoir eu de professeur pour le former? Le mystère reste entier pour l'instructeur. De son côté, Zeke est plongé dans ses pensées. Il songe à la façon dont sa propre technique de respiration, le souffle du roi dragon qu'il a inventé, a été altérée, transmise au fil du temps sous le nom de souffle du dragon. Il se rappelle que ces techniques sont un moyen d'attirer l'éther de l'air dans son corps et de le faire circuler, ce qui, au final, permet de renforcer son propre éther. Cependant, le niveau optimal dépend entièrement de l'habileté et de la créativité de son utilisateur. C'est précisément pour ça que chaque grande maison peaufine son propre style et garde sa botte secrète jalousement gardée. Zeke reconnaît que la technique est certes sûre et simple à assimiler, mais il la juge totalement inefficace, si on ne peut s'en servir qu'en restant immobile. Fondamentalement, sa technique originelle, à lui permettait de manipuler l'éther tout en bougeant. Les résultats de cette méthode sont spectaculaires, mais très peu en ont hérité en raison de son immense complexité. À l'époque, Zeke l'avait simplifié pour que n'importe qui puisse s'en servir et ainsi renforcer le clan, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle évoluerait pour perdurer encore un millier d'années. Zeke est bluffé et se dit qu'il a dû y avoir d'autres arts martiaux qui se sont aussi transformés au fil du temps. Une fois l'entraînement terminé, les jeunes filent vers le réfectoire pour casser la croûte. Tandis que tout le monde pioche dans son assiette, épuisé, Zeke, lui, engloutit son repas comme si de rien n'était au monde. Il voit que l'Angus a l'air complètement crevé et l'encourage à manger, lui expliquant qu'il ne pourra pas être au top de sa forme s'il manque de carburant. L'Angus, n'y tenant plus, demande à Zeke comment il fait pour déborder d'énergie alors que tous les autres sont sur les rotules. Zeke se moque de l'Angus, le traitant de mauviette. Il lui ordonne de manger plus et de s'entraîner plus dur. Tout en passant un savon à l'Angus, Zeke remarque que quelques-uns des gamins les plus affûtés, eux, dévorent leur repas sans se faire prier. C'est à ce moment précis que Leika s'approche de Zeke, et comme il ne l'a jamais vue, il lui demande sans détour qui elle peut bien être. L'Angus manque de s'étouffer avec sa bouchée en entendant ça. Il se jette sur Zeke pour lui chuchoter à l'oreille, lui expliquant que Leika est la propre fille du chef, mais Zeke répond avec une innocence désarmante qu'il n'en savait fichtre rien. L'Angus est au bord de la crise cardiaque sous la pression, expliquant à Zeke qu'ils n'ont même pas le droit d'adresser la parole à Leika. Zeke le dévisage comme s'il était tombé sur la tête, en lui rétorquant qu'il est aussi le fils du chef, bien qu'illégitime. L'Angus et Leika en restent bouche bée en entendant ça. Leika lui demande s'il est sérieux. Zeke répond tranquillement qu'il n'a aucune raison de raconter des bobards. Leika, intriguée,
lui demande alors comment il a fait pour devenir assez fort, pour pulvériser une pierre de régénération à main nue. L'intérêt de Leica est palpable, mais Zeke se contente de répondre qu'il a réussi parce qu'il est tout simplement exceptionnel. Zeke s'aperçoit que l'Angus est complètement dans les vapes, et il le secoue un peu pour le ramener sur terre, lui rappelant de finir son assiette. Leica se rapproche encore de Zeke, lui demandant s'il accepterait de se joindre à elle. Zeke ne comprend pas où elle veut en venir, et Leica le formule sans détour, exhortant Zeke à se mettre à son service. Leica explique à Zeke qu'elle sera son soutien, étant donné qu'il est un enfant illégitime et qu'il a donc certainement besoin d'alliés. Leica veut que Zeke l'aide à devenir la prochaine chef du clan, grâce à sa puissance, et elle lui promet une récompense généreuse une fois qu'elle dirigera la famille. Elle tente de l'appâter avec de belles promesses. Mais Zeke lui annonce calmement que son offre ne l'intéresse pas le moins du monde. En entendant ça, Leica en déduit que Zeke a aussi pour ambition de diriger la famille, et que c'est pour ça qu'il refuse sa proposition. Tandis qu'elle s'égare dans ses conjectures, Zeke l'observe et constate qu'elle est déjà sur le point d'atteindre le niveau 2 étoiles, ce qu'il juge plutôt impressionnant pour son âge. Finalement, Zeke prend la parole pour dire à la jeune fille qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut, car rien de ce qui touche à la famille ne l'intéresse. Leica est sidérée par cette réponse et elle reste sans voix. Elle le presse de révéler ses véritables intentions. Poussé à bout, Zeke explose de fureur et plante violemment son couteau dans la table. Une aura terrifiante émane de lui, signifiant clairement à Leica qu'il n'a aucune intention de se soumettre à qui que ce soit. Zeke déclare vouloir rester seul, se sachant manifestement le plus puissant. Leica ressent de plein fouet l'oppressante puissance de Zeke, ce qui la laisse totalement pétrifiée. Elle peine à admettre que l'aura de Zeke puisse réellement l'intimider. Pendant ce temps, Zeke reprend son repas comme si de rien n'était, alors que l'Anguisse tente désespérément de calmer le jeu. Piqué au vif, Leica perd son sang-froid et le provoque en duel. Zeke semble surpris, mais il n'est pas homme à refuser un défi. En un clin d'œil, la nouvelle de leur affrontement se propage comme une traînée de poudre, annonçant que Leica va se mesurer à un adversaire sur le terrain d'entraînement. La foule se rue pour assister au spectacle, et tandis que l'Angus est en pleine panique, Zeke, lui, reste d'un calme olympien. L'Angus tente de lui rappeler l'enjeu, qu'il s'apprête à combattre Leica, mais Zeke lui rétorque simplement qu'il ignore totalement qui elle est. Zeke remarque alors l'attitude soudainement formelle de l'Angus et l'interroge sur la raison de ce changement. « Eh bien, génie, c'est peu, être parce que tu es le fils du chef, ironise l'Angus. Zeke lui demande alors ce qu'il attend de sa part. L'Angus s'efforce de lui exposer la situation. Leica est la fille de Balsa et, de plus, elle possède du sang de la maison Typhona, l'une des 4 grandes familles qui soutiennent Eldréon. L'Angus insiste sur le fait que Leica est un véritable prodige, car elle maîtrise à la perfection tous les styles d'escrime de la maison Typhona. Zeke, lui, reste impassible, l'air de s'en moquer, et répond nonchalamment à l'Angus que la seule information qui l'intéresse, c'est qu'elle est la fille de Balsa. Zeke esquisse un sourire, ajoutant que l'ignorance ne fait que pimenter les choses. Pour lui, c'est un rebondissement des plus excitants, alors que l'Angus, exaspéré, lui répète qu'il n'a aucune chance de l'emporter face à Leica. Il lui demande alors pourquoi diable il a accepté ce défi. Zeke réplique que, face à une provocation, la seule réponse honorable est d'accepter le duel. De plus, en observant Leica, il ne peut que constater qu'elle semble fin prête pour l'affrontement. Leica, impatiente, somme Zeke de cesser son bavardage, le toisant du regard, son épée fièrement plantée dans le sol, telle une véritable guerrière. Elle lui demande s'il est prêt à recevoir une leçon de savoir-vivre. Les 2 combattants étant prêts à en découdre, l'Angus leur cède l'arène. Il supplie Zeke d'être prudent avant de s'éclipser en vitesse. Désormais seul, Zeke interroge Leica sur les raisons de son acharnement. Elle lui révèle viser le titre de prochain chef de la maison. Et pour y parvenir, elle compte vaincre Zeke et le forcer à se mettre à son service. Zeke accuse le coup en entendant cela et se demande quel est son rôle dans cette histoire. L'attitude désinvolte de Zeke surprend Leica, qui l'interroge. Ignore-t-il la vérité sur sa propre famille, du fait de son statut d'enfant illégitime? Zeke s'apprête à répondre qu'il est au courant, mais elle lui coupe la parole. Leica lui explique qu'en le comptant, ils sont 5 héritiers à se disputer le titre de prochain chef. Or, Zeke est le seul à ne pas porter le sang de l'une des 4 grandes maisons d'Eldrian. Le point essentiel est que la maison qui formera le futur chef obtiendra un avantage considérable. C'est pourquoi tous s'évertuent à être les meilleurs de l'académie. Et pour rivaliser avec ses frères, Leica avoue avoir besoin de puissants alliés. Toute cette tirade laisse Zeke complètement perplexe. Bien qu'il parvienne à en saisir l'idée générale, Leica lui fait comprendre qu'elle se bat pour garantir sa position. Sans une seconde d'hésitation, elle se jette sur Zeke. Sa détermination à le vaincre est totale, et brandissant son épée, elle tente de lui asséner un coup fatal, mais il se dérobe d'un bond vif. Zeke évite l'attaque de justesse, mais la puissance de l'impact fait voler le sol en éclats. Le sol est pulvérisé. Loin d'abandonner,
Leica se redresse et repart à l'assaut. Elle déchaîne une pluie de coups frénétiques avec son épée. Chaque coup est d'une puissance inouïe, laissant les spectateurs bouche bée. Ils n'en reviennent pas de voir un tel talent au maniement de l'épée, surtout avec ce qui n'est qu'une simple lame d'entraînement. Galvanisée, comme si elle entendait les acclamations de la foule, elle redouble d'intensité dans ses assauts, contre Zek. Pourtant, ce dernier se contente de virevolter dans l'arène, esquivant la moindre de ses frappes avec une facilité déconcertante. Les spectateurs, de leur côté, sont subjugués par la puissance brute de Leica, digne de l'héritière du clan. Dans leur esprit, l'issue du combat ne fait aucun doute. Leica va plier ce match en un rien de temps. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la frustration gagne déjà Leica, car tout ce que Zeke fait, c'est danser autour d'elle pour éviter ses lames. Zeke esquive les assauts de Leica avec une aisance insolente, la poussant à s'interroger sur son impuissance à l'atteindre. C'est alors que Zeke la complimente sur sa vitesse, ajoutant que le style de sa technique est tout à fait remarquable. Zeke va même jusqu'à dire qu'elle surpasse de loin les guerriers de rang 1 étoile habituels. Piqué au vif, Leica explose et hurle à Zeke d'arrêter son blabla et de se battre pour de vrai. Puisque c'est son souhait, Zeke décide de lui offrir un petit aperçu de sa véritable puissance. Il se dérobe à son attaque avant de la percuter en pleine poitrine. L'impact propage une onde de choc dévastatrice dans tout son corps, lui faisant cracher du sang. Foudroyé par la douleur, Leica s'effondre à genoux, sous le regard médusé des autres étudiants. Terrassée par la souffrance, Leica lève les yeux vers Zeke et lui demande pourquoi elle ne peut même pas l'effleurer alors qu'elle est censée être largement supérieure. Zeke concède qu'elle est plus rapide que la plupart des guerriers de rang 1 étoile qu'il a croisés, mais il lui fait comprendre qu'elle n'est, au final, rien de plus qu'une guerrière de rang 1 étoile. Leica réplique du tac au tac, rappelant à Zeke qu'il est lui aussi classé 1 étoile. Zeke lui explique alors qu'il peut lire ses mouvements sans effort en observant sa respiration, la moindre contraction de ses muscles, et, jusqu'au plus infime mouvement de ses yeux. Et pour couronner le tout, son expérience du combat est à des années-lumière de la sienne. Zeke lui expose tout ça avec une telle arrogance que la rage force Leica à se relever. Elle s'élance à nouveau sur Zeke, lame en avant, prête à lui trancher la tête. Mais même face à cet assaut soudain, Zeke l'esquive une fois de plus d'un salto arrière spectaculaire. Ce mouvement laisse Leica totalement vulnérable à la contre-attaque, et Zeke la punit sans pitié, l'expédiant d'un seul coup de poing s'encastrer dans le mur du fond. Elle heurte le mur avec une violence inouïe, soulevant un immense nuage de poussière qui masque la scène. Les spectateurs sont pétrifiés en voyant ce spectacle, se demandant si Leica a vraiment perdu. L'Angus, lui, est surexcité et se précipite à nouveau dans l'arène, en hurlant à Zeke à quel point il est phénoménal. Cependant, Zeke calme ses ardeurs, lui disant que le combat est loin d'être terminé. Il est d'ailleurs impressionné que Leica ait pu encaisser un tel coup. Lorsque la poussière retombe enfin, on aperçoit Leica qui lutte pour se remettre debout, le corps couvert de contusions, mais sa détermination reste intacte. L'Angus tente de la raisonner, lui criant d'arrêter avant qu'elle ne finisse, dans un état bien plus grave. Zeke ordonne alors à l'Angus de s'écarter, car les choses vont devenir sérieuses et s'il se prend un mauvais coup, il ne faudra pas venir se plaindre. Zeke s'en doutait, mais il en a maintenant la confirmation. Leica vient d'atteindre le niveau de rang 2. Leica se redresse complètement, et une aura éblouissante se met à tourbillonner autour d'elle. Les spectateurs comprennent instantanément ce qui se passe. Leica vient de percer, atteignant le niveau 2 étoiles. Ce palier est celui où un manieur peut enfin projeter la puissance brute de sa source hors de son corps pour magnifier ses arts martiaux. Cette projection, c'est ce qu'on appelle l'aura. Visiblement plus puissante, Leica remercie Zeke l'avoir acculée à ce dépassement. Folle de rage, elle charge Zeke, bien décidée à en finir. Sa lame laisse derrière elle un sillage d'aura doré, et Zeke doit bien admettre qu'elle a gagné en force et en vitesse. Pourtant, il continue de s'amuser avec elle, jusqu'à ce qu'une erreur de calcul lui vaille une entaille au visage. Leica perçoit sa stupeur et aussitôt, elle en profite pour se gargariser de la puissance que confère le niveau 2 étoiles. Elle prévient Zeke qu'il va enfin découvrir les véritables arts de la grande épée, de l'esprit du tonnerre. De son côté, Zeke est galvanisé. Il s'apprête à assister à quelque chose d'inédit, du jamais vu pour lui. Il brûle d'impatience de découvrir ce que Leica a en réserve. C'est alors qu'elle active sa technique de l'éclair foudroyant, qui percute Zeke avant même qu'il n'esquisse un mouvement, le laissant abasourdi, se demandant comment Leica peut bien maîtriser la foudre. Zeke doit le reconnaître, cette fille est complètement déchaînée. Mais Leica ne décèle pas l'ombre d'un regret chez lui, car il arbore un large sourire. Furieuse, Leica déclenche une autre technique qui foudroie Zeke, le forçant à en venir à la conclusion que ce que Leica déchaîne est tout bonnement trop pour lui. Il sent que son corps n'est pas encore prêt à encaisser ce que Leica et lui fait subir. Et tandis qu'il tente d'analyser sa condition, dans les gradins, les spectateurs sont tous bouche bée. Personne n'imaginait qu'un guerrier de niveau 1 étoile puisse tenir tête à Leica de la sorte. Zeke, lui, analyse
que si la chorégraphie de Leica n'a guère changé, son passage à 2 étoiles lui a conféré une puissance explosive dévastatrice. Zek est contraint de reconnaître que Leica s'en sort admirablement. De plus, être nimbé de foudre de la façon dont elle le fait, avec une telle mobilité, était tout simplement impensable il y a 1000 ans. Zek réalise soudain qu'il pourrait lancer une contre-offensive. Mais sa curiosité l'emporte, il veut voir l'étendue de sa puissance. Il est donc prêt à encaisser, pour l'instant, Leica est hors d'elle de voir que Zeke a encore le culot de sourire dans une situation aussi critique. Elle en déduit que Zeke baigne dans une confiance insolente et se jure de la lui arracher. Elle s'élance vers lui, employant une technique encore plus létale et fulgurante, impossible à esquiver pour Zeke. Il observe l'assaut fondre sur lui, avant d'être violemment projeté contre le mur dans une déflagration qui glace le sang des spectateurs, tous inquiets pour ça. La poussière retombe, révélant Zeke, toujours debout, un sourire narquois aux lèvres. Cette vision la rend folle de rage, et elle lui décoche une nouvelle salve de foudre qui le force à mettre un genou à terre. L'Angus accourt, suppliant Leica de cesser le combat, mais elle refuse, rétorquant que Zeke est encore debout. Leica clame qu'elle ne peut s'arrêter maintenant, car ce serait anéantir sa propre fierté. Elle promet d'y aller en douceur si Zeke capitule et lui jure allégeance. Cependant, Zeke reste de marbre. Leica comprend alors que même s'il n'est pas un héritier légitime, sa fierté de la lignée dragon brûle encore en lui. Puisqu'il se montre si arrogant, Leica décide qu'elle va jouer son va-tout. Pour mettre un terme à cet affrontement, elle active l'arcane de la grande épée de l'esprit du tonnerre, le tonnerre céleste, et elle le déchaîne sur lui. Cloué sur place, Zeke encaisse l'attaque de plein fouet. Son corps est foudroyé par une pluie d'éclairs si violente qu'un cri de pure agonie lui échappe. L'assaut terminé, il s'effondre lourdement sur le sol défoncé. Le voyant inerte, Leica plante son épée dans la terre, convaincu d'avoir mis un point final au duel. Mais à sa plus grande stupéfaction, la voix de Zeke résonne juste derrière elle, lâchant qu'il vient enfin de piger le truc. Leica se retourne d'un bloc. Et là, le choc est total. Le corps de Zeke crépite d'arcs électriques, preuve irréfutable qu'il maîtrise désormais la foudre. Cette vision la laisse pantoise, se demandant comment diable Zeke peut manipuler l'électricité. Ironiquement, Zeke est tout aussi surpris, car il ne savait même pas que ce pouvoir portait le nom d'électricité. Il marche vers Leica, un sourire suffisant aux lèvres, avouant qu'en vérité, il n'a pas la moindre fichue idée de comment il fait ça. Cependant, il a délibérément encaissé ses coups pour pouvoir analyser la puissance de Leica, et, sans même s'en apercevoir, il a fini par se l'approprier. Même avec cette explication, Leica reste complètement perplexe, car ce que Zeke raconte défie toute logique. Tout ce que Zeke a compris, c'est que pendant que Leica le martelait de ses attaques, il n'a cessé d'utiliser son souffle du roi dragon, et l'énergie fulgurante a fini par entrer en résonance avec son propre souffle royal. Le résultat, c'est que la foudre s'est accumulée en lui et, en un clin d'œil, il s'est retrouvé à la commander. Zeke explique à Leica qu'il ne saisit être pas toutes les subtilités, mais il a deviné qu'elle possédait une constitution rare, vu que le grand art de l'épée est un héritage familial. Zeke en déduit donc que tout son clan doit partager cette même constitution. Et il a aussi tiré une leçon capitale, la puissance source elle-même peut fusionner avec la foudre. Zeke ajoute alors que c'est entièrement grâce à elle qu'il a pu atteindre le niveau 2 étoiles. Sur ces mots, Zeke lui lance avec assurance que le combat est loin d'être terminé. Leica, folle de rage, abat son épée sur lui, mais Zeke se contente d'afficher un sourire en coin et déchaîne ses pouvoirs électriques. Zeke bondit alors avec une telle vitesse qu'il peine à contrôler son propre corps. Sa puissance source étant désormais imprégnée des propriétés de la foudre, tous ses muscles et ses nerfs sont survoltés, décuplant sa force. Zeke voit ça comme un atout spécial, et il est persuadé qu'il maîtrisera ça en un éclair. Pendant ce temps, Lanyas ne peut qu'observer la scène depuis la touche, alors que les deux combattants s'affrontent, et il a toutes les peines du monde à suivre leurs mouvements. Lanyas réalise rapidement que Zeke évite désormais les frappes de Leica avec une facilité déconcertante. Frustré par ce retournement de situation, Leica finit par hurler à Zeke s'il est en train de jouer avec elle, mais il nie, affirmant au contraire qu'il la prend comme une menace très sérieuse. Leica déclenche une frappe d'épée à longue portée pour tenter de le surprendre, mais il esquive encore l'assaut, et décide qu'il est grand temps de conclure ce duel. Zeke annonce que pour en finir, il va créer une toute nouvelle technique, même si ça fait une éternité qu'il n'en a pas inventé. Leica est abasourdi par cette déclaration, et Zeke lui confirme qu'elle a parfaitement entendu. Il va forger une nouvelle technique, ou une forme spéciale pour faire court. Cette révélation choque Leica, qui se demande si Zeke a été initié à des arts martiaux secrets, mais elle ne parvient pas à identifier de quelle grande maison il pourrait venir. Zeke remarque qu'elle est complètement plongée dans ses réflexions, et il saisit cette ouverture pour foncer sur elle à toute vitesse. Zeke la percute avec sa technique fraîchement créée. Art du pourfendeur de dragon, tempête foudroyante. Dans un
Déferlement d'éclairs surpuissants, Leica s'effondre à genoux, et Zeke lui sourit en déclarant « Le combat est terminé ». À bout de force, Leica ne tient même plus sur ses genoux. La douleur la terrasse et elle s'écroule lourdement au sol. Rampant vers son épée, l'esprit embué par l'incrédulité de sa défaite, elle ne rêve que d'une chose, surpasser ses frères pour prendre la tête de la famille. Alors qu'elle se noie dans ses remords, Zeke s'approche et lui confie qu'elle était bien plus forte qu'elle ne le pense, lui ayant offert une résistance acharnée. Zeke ajoute qu'il adore découvrir de nouvelles choses, et que ce combat était loin d'être une perte de temps pour lui. Un sourire aux lèvres, il demande à Leica s'ils auront une autre occasion de croiser le fer. En vérité, il espère ardemment un nouveau duel. Mais tandis qu'il parle, Leica le dévisage, un mélange d'horreur et de stupeur dans le regard. Quelques heures plus tard, loin de là, Balsa, le père de Leica, massacre des monstres dans un donjon. Il les anéantit comme s'ils n'étaient que vermine. La première posture de son art du dragon martial suffit à elle seule pour balayer une horde entière de créatures. Le tout, sans le moindre effort. Il est en plein carnage lorsqu'un messager s'aventure dans le donjon pour lui transmettre les dernières nouvelles. Il informe Balsa que sa fille, Leica, a atteint le rang de 2 étoiles. Une nouvelle qui laisse Balsa de marbre. Pas le moins du monde impressionné. L'homme tente d'insister, expliquant que la progression de Leica est un exploit phénoménal pour son âge car, à ce rythme, elle pourrait bien décrocher les 5 étoiles avant même la fin de ses études. Balsa le coupe net, rétorquant que le talent brut ne vaut rien à moins d'être exploité. Il ordonne sèchement au messager de ne revenir que lorsqu'elle aura prouvé la valeur de son nouveau pouvoir. C'est à ce moment que l'homme lâche la bombe, Leica vient de perdre un combat. Balsa suppose aussitôt qu'elle a dû affronter un élève plus âgé. Cependant, le messager lui révèle que son vainqueur n'est autre que son fils illégitime, Zeke. Le nom de Zeke ravive un souvenir chez Balsa, celui de la femme qu'il a mis au monde. Balsa concède que la mère de Zeke était douée, c'est vrai, mais il l'a sait morte et enterrée bien avant que le garçon ne voie le jour. Une question le taraude alors, comment a-t-il pu acquérir la maîtrise nécessaire pour vaincre une combattante de rang 2 étoiles? Le messager ajoute alors le clou du spectacle. Zeke a lui-même atteint le rang de 2 étoiles. Et ce, par ses propres moyens. Personne ne l'a jamais entraîné, il a simplement tracé sa propre voie. En apprenant cela, Balsa prend une décision radicale, l'heure de la première épreuve a sonné. L'annonce choque le messager, qui tente de rappeler à son maître que c'est bien trop tôt, mais Balsa balaye son objection. Il rétorque que la faucheuse ne fait pas de distinction, et que seuls les plus forts méritent de vivre. Pour Balsa, quiconque échoue à la première épreuve n'est qu'un déchet indigne d'un avenir. L'officier n'a d'autre choix que d'obéir à son chef. Mais Balsa n'en a pas fini et ajoute un ordre encore plus stupéfiant, en demandant à l'officier de convoquer Freya. L'homme, incrédule, lui fait répéter. Balsa confirme, il veut que Freya supervise personnellement l'épreuve, car ce Zeke s'annonce être un gamin plein de surprises. L'officier accuse réception de l'ordre et prend congé. Alors qu'il s'éloigne, un éclair d'impatience traverse le visage de Balsa, curieux de voir ce que Zeke a dans le ventre. Plus tard, Zeke et les autres élèves sont sur le terrain d'entraînement, obéissant aux consignes de leur professeur. Sauf Zeke, qui fait son propre numéro, soulevant des rochers qui font 5 fois sa taille. Il se concentre sur sa technique de respiration pendant que les autres s'escriment sur le souffle du dragon. La méthode de respiration qu'il peaufine lui paraît d'une simplicité enfantine, et il est persuadé que même un gamin pourrait l'assimiler. Il n'en faut pas plus pour que l'Angus remarque le programme d'entraînement singulier de Zeke, et il l'interpelle, lui demandant s'il ne voudrait pas se joindre à leur entraînement. Zeke, perplexe, lui demande où il veut en venir. L'Angus évoque alors les arts de combat du dragon. Avec un calme déconcertant, Zeke lui annonce qu'il les maîtrise déjà, laissant son interlocuteur bouche bée. L'Angus. Celui-ci s'emporte, rétorquant qu'on vient à peine de les leur enseigner et qu'il est absolument impossible qu'il les ait déjà assimilés. Complètement. Zeke décide donc de lui offrir une petite leçon sur son flux d'éther, et surtout, sur son déséquilibre flagrant. Il lâche alors le lourd rocher qu'il portait sur la tête et ordonne à l'Angus de lui tourner le dos. L'Angus obéit, et Zeke lui assène une frappe dans le dos, lui transmettant une vague d'énergie d'éther parfaitement canalisée. Zeke explique à l'Angus que cette sensation, c'est la bonne manière de faire circuler le flux. L'Angus ressent instantanément la différence et remercie Zeke pour ce conseil précieux. C'est là qu'il comprend enfin la vérité. Zeke maîtrise véritablement ses arts. Mais Zeke, lui, est vexé que l'Angus ait osé douter de ses capacités. L'Angus s'empresse de calmer le jeu, et de dissiper le malentendu, assurant à Zeke qu'il a mal interprété ses paroles. L'Angus explique n'avoir jamais eu d'autre maître que son propre père, ce qui l'a toujours poussé à se surpasser par lui-même. En comparaison, Zeke est déjà d'un niveau suffisant pour terrasser Leica. À lui seul. L'Angus en déduit que pour quelqu'un comme Zeke, les arts du dragon doivent paraître simplistes et ennuyeux, mais Zeke le contredit aussitôt. Zeke lui explique que leur stabilité est au contraire assez remarquable. Pour la petite histoire, ces mêmes arts ont autrefois été méprisés par ses propres fils, qui les jugeaient bien trop complexes et ardus.
Et même si c'est le cas, il s'agit d'un art martial d'une puissance dévastatrice qui fusionne de multiples styles de combat. D'ailleurs, Zeke révèle qu'il vient de débloquer une nouvelle forme lors de son affrontement contre Leica. Il s'avère que la technique utilisée pour vaincre le dragon n'était autre que la forme ultime, et Zeke est maintenant curieux de voir comment cette technique a été perfectionnée au fil des âges. Sur ce, il décide qu'il est temps de reprendre son entraînement physique, estimant n'avoir plus rien à tirer des arts du dragon. C'est alors que Langus formule une requête inattendue. Il demande à Zeke s'il accepterait de devenir son maître. Langus évoque son art de désir de devenir réellement puissant, malgré les difficultés. À la surprise générale, Zeke accepte, expliquant qu'il voit en Langus un élève au potentiel certain. Langus savoure à peine sa victoire qu'une voix familière retentit dans son dos, implorant Zeke de la prendre aussi comme disciple. Cette voix n'est autre que celle de Leica. Et bien qu'elle semble hésitante, elle ne peut s'empêcher de reconnaître que la force de Zeke, qui l'a vaincu, est impressionnante. Leica évoque le niveau stupéfiant de Zeke, avouant que sa propre fierté a été mise en pièces durant leur duel. Zeke reste abasourdi par cette demande soudaine, tandis que Leica ajoute vouloir devenir plus forte pour surpasser ses frères, et même Zeke un jour. La jeune femme met totalement son orgueil de côté et supplie Zeke de lui enseigner comment gagner en puissance. Mais Zeke marque une pause pour réfléchir à sa réponse, plongeant Leica dans une angoisse palpable. Et voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter. À suite, dans la section des commentaires. Pensez aussi à vous abonner, à activer la cloche et à lâcher un pouce bleu. Merci d'avoir été là, et on se retrouve très bientôt pour la suite.